12 ans avant que Koki Hirota ne monte sur l'échafaud, la démocratie japonaise a été exécutée. Dans le noir, avant l'aube. 26 février 1936. Korekiyo Takahashi dort dans sa chambre. Les officiers entrent, ils tirent. Makoto Saito, abattu chez lui. Jotaro Watanabe, liquidé. Comment un échec militaire peut-il consolider une dictature? La réponse est dans la méthode. Ce n'était pas un simple assassinat politique. Le bruit des bottes cloutées a résonné sur le parquet des résidences ministérielles. 1400 soldats ont pris position. Cela représente l'effectif de 2 bataillons complets déployés en pleine capitale. Hôtel Sano, ministère de la guerre, quartier général de l'état-major. Les cibles sont stratégiques. L'empereur devra intervenir personnellement pour ordonner la reddition. Les meneurs seront jugés à huis clos. Mais l'effet mécanique est irréversible. L'échec tactique de ce coup d'État offrira paradoxalement le contrôle total à l'armée 1 mois plus tard. La menace physique est devenue réelle. Pendant 72 heures, l'administration civile de Tokyo a cessé de fonctionner. Ce matin du 26 février, les mutins ne frappent pas au hasard. Ils exécutent une doctrine. La faction se nomme la Kodoha, la voie impériale. Leur thèse est absolue. L'archipel étouffe. Sans le fer de la Mandchourie et le charbon de la Chine, le Japon est condamné à la famine industrielle. Pour ces jeunes officiers, l'expansion en Asie de l'Est n'est pas une ambition impériale. C'est la seule condition de la survie biologique de la nation. Tout obstacle doit disparaître. Les politiciens modérés ne sont plus des adversaires parlementaires, ce sont des traîtres. Quand ils abattent le ministre Takahashi, ils ne visent pas un homme. Ils éliminent un verrou budgétaire qui freinait l'armée. Mais les rebelles ont mal lu la volonté du trône. L'empereur Hirohito ordonne personnellement aux troupes loyalistes d'écraser la sédition. L'exécution des chefs rebelles n'a pas rendu le contrôle aux civils. La machine militaire ne s'est pas arrêtée, elle s'est simplement regroupée. 1936 marque le point de rupture. Le gouvernement civil à Tokyo n'était plus qu'une façade administrative. Une coquille vide face à un établissement militaire devenu autonome. Ce n'était pas un accident politique, c'était un défaut de conception. La constitution de Meiji avait laissé une faille mortelle dans les fondations de l'Empire. Juridiquement, l'armée ne répondait pas au Parlement. Elle ne répondait pas au Premier ministre. Elle répondait directement au trône. Cette indépendance a créé un État dans l'État. L'armée possédait sa propre idéologie, sa propre chaîne de commandement, sa propre vision de l'avenir du Japon. Aucun civil ne pouvait leur donner d'ordre. Tout Premier ministre entrant en fonction cette année-là n'était pas un chef, c'était un otage. L'armée attendait son heure. Le vide laissé par la terreur attire un nouveau profil. Ces armes ne sont pas des fusils, ce sont des protocoles. Koki Hirota, une anomalie statistique issue de l'Université impériale de Tokyo. Il n'est pas un guerrier, c'est un juriste. Visuellement, le contraste est violent. Au milieu des uniformes militaires et des sabres, Hirota porte le costume occidental. Coupe diplomatique parfaite, impeccable. Son ascension est une ligne droite. 1923, directeur du département Europe et Amérique. Pendant que les rues de Tokyo s'enflamment, son bureau reste un sanctuaire de glace. Hirota est illisible. Il ne lâche aucune information superflue. Une qualité vitale pour la diplomatie. Un défaut mortel face à des putschistes. Qui pouvait encore contrôler la machine? Seul un homme capable de regarder l'URSS dans les yeux. Au début des années 30, il est nommé ambassadeur à Moscou, le poste le plus sensible de l'Empire. La première décision du nouveau Premier ministre fut une sentence de mort pour la démocratie japonaise. Mars 1936. Koki Hirota est assis à son bureau. Il tient le stylo. Autour de lui, les ministres échangent des regards tendus. La plume gratte le papier. Puis, le bruit sec du sceau impérial. Clac. Le document part aux archives. Ce n'est qu'une ligne de texte dans une ordonnance, mais elle rétablit la règle du service actif. Le mécanisme est un piège parfait. Désormais, seuls les généraux en activité peuvent devenir ministres de la guerre. Si l'état-major désapprouve la politique du gouvernement, il lui suffit de ne pas envoyer de candidat. Pas de ministre militaire, pas de cabinet légal. Le gouvernement s'effondre instantanément. Hirota vient de remettre les clés du pouvoir aux militaires.
Ce n'est pas de la politique, c'est un sabotage constitutionnel. Cette simple clause juridique permettra à l'armée, un an plus tard, de faire chanter la nation entière sans tirer un seul coup de feu. Les chances de résistance civile venaient de tomber à zéro. Le piège législatif armé en 1936 se referme brutalement en juillet 1937. Pont Marco Polo, extérieur de Pékin. Quelques coups de feu claquent dans la nuit. L'armée impériale saisit le prétexte, mais Tokyo refuse le mot guerre. Dans les documents officiels, c'est un incident, une simple opération de maintien de l'ordre. C'est une fiction juridique calculée. Tant que le conflit n'a pas de nom, le Neutrality Act américain ne s'applique pas. Washington peut continuer à livrer l'acier et le pétrole. La machine de guerre japonaise tourne aux ressources américaines. Koki Hirota est de retour au cabinet. Il sert désormais comme ministre des Affaires étrangères sous le prince Fumimaro Konoe. Il siège à la conférence cruciale. Face à lui, les généraux exigent l'escalade totale. Les archives sont formelles. Hirota ne dit rien. Aucune objection. Aucune alternative diplomatique. Son silence vaut validation. L'ordre est signé. 3 divisions de l'armée impériale font route vers le continent. Ces divisions ne s'arrêtent pas. En décembre 1937, l'armée impériale atteint les murs de Nanka. Le gouvernement à Tokyo pouvait-il prétendre ne pas savoir ? Impossible. Ce qui se déroule derrière ces murs n'est plus une opération militaire. C'est un effondrement systémique de la discipline. Les estimations des historiens glacent le sang. Entre 100 000 et 300 000 morts. Civils, prisonniers, femmes. 300 000. C'est plus que la population totale de nombreuses capitales européennes de l'époque. 6 semaines de massacres continuent. La chaîne de commandement se désintègre volontairement. Les officiers laissent la troupe entrer dans les maisons. Sur les quais, les exécutions deviennent industrielles. L'eau du fleuve Yangtze ne reflète plus le ciel. Elle coule épaisse, colorée d'un brun rougeâtre artificiel par le sang des victimes jetées au courant. Mais ce crime n'est pas invisible. Au cœur de l'enfer, des témoins étrangers notent chaque détail. L'homme d'affaires allemand John Raab et des missionnaires américains sont restés dans la ville. Les rapports de John Raab ont atterri sur le bureau du ministre des Affaires étrangères en quelques jours. La valise diplomatique voyageait vite. Moins de 48 heures séparaient le sang de Nanking de la moquette épaisse de Tokyo. Koki Hirota a lu les câbles. Le seul bruit dans la pièce était le froissement du papier officiel entre ses doigts. Ce n'étaient pas des rumeurs, c'étaient des faits, signés, datés et tamponnés. Les ambassades occidentales donnaient l'alarme par tous les canaux. Le gouvernement chinois inondait le ministère de protestations formelles. Hirota savait tout. Il connaissait le nombre de viols, les exécutions, l'anarchie totale. Il a pris son stylo. Sur le papier, c'était l'enfer. Dans ce bureau, c'est devenu une procédure. Hirota a noté une référence dans la marge et a transféré le dossier au ministère de l'Armée. Il a demandé des explications. L'armée a répondu par une note de service. La discipline serait rétablie. C'était un mensonge. Hirota le savait. L'armée le savait. Mais le ministre a accepté le papier. Il avait suivi le protocole. Il avait signalé le problème. Juridiquement, il était couvert. Il n'a pas convoqué la presse. Il n'a pas menacé de faire tomber le gouvernement pour arrêter le massacre. Il a transformé le génocide en une simple pièce comptable classée sans suite. Le massacre a continué 6 semaines de plus. Koki Hirota est simplement resté assis dans son fauteuil de ministre. 11 ans après Nankin, l'addition est présentée. 23 décembre 1948, prison de Sugamo. L'aube n'est pas encore levée. Il gèle à pierre fambre. La buée sort de la bouche des gardes à chaque respiration. 7 hommes traversent la cour. Leurs pas claquent sur le béton dur. Ils marchent vers la structure en bois au centre. 6 d'entre eux portent l'uniforme. Des généraux, des ministres de la guerre. Le 7e est différent. Koki Hirota a 70 ans. Il avance en costume de ville râpé au milieu des vareuses militaires. C'est l'unique civil condamné à mort par le tribunal de Tokyo. Il n'a jamais tenu de sabre. Il a tué avec des signatures. Le sol sous ses pieds deviendra un jour le complexe Sunshine 60. Un gratte-ciel pour effacer la mémoire de la potence. Mais ce matin, le bois est réel. Hirota monte les 13 marches. Le bourreau lui passe la cagoule noire sur la tête. La trappe s'ouvrira dans 15 minutes. Koki Hirota meurt ce jour-là,
Mais le précédent juridique créé par son exécution lui survit. Il hante encore les couloirs des tribunaux de La Haye. L'ironie est totale. Tout commence à Fukuoka, dans la poussière d'un atelier. Hirota n'est pas né dans l'aristocratie militaire. Il est le fils d'un maçon. Un tailleur de pierre qui bâtissait des monuments pour durer. Le fils, lui, finira par détruire les fondations mêmes de sa défense. Il reste une anomalie historique, le seul civil pendu par le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient. L'unique costume-cravate au milieu des uniformes. On ne l'exécute pas pour avoir donné l'ordre de tuer, on l'exécute pour ne pas avoir donné l'ordre d'arrêter. C'est ici que le droit international bascule. Le concept de command responsibility s'étend brutalement. Désormais, l'ignorance ou la passivité ne sont plus des refuges. Si un leader civil sait que ses armées commettent l'irréparable et ne fait rien pour les empêcher, il devient le bourreau. Ce verdict a redessiné les règles de la guerre pour les 75 années suivantes. Hirota voulait entrer dans l'histoire. Il a réussi. Non pas comme l'architecte de la paix, mais comme l'avertissement éternel aux technocrates du monde entier. La bureaucratie ne protège pas du sang versé. La trappe s'ouvre, le corps tombe. Reste une question suspendue dans le vide. À quel moment précis le silence devient-il un crime capital? Personne ne répond.